On va terminer cette matinée. Identité partout, identité nulle part. Y a-t-il un sens à toute cette histoire? Eh bien justement, on va en parler. Il est historien, professeur émérite à la Sorbonne. Il est pertinent, éclairant et agile à la fois. Et il le prouve présentement, puisque le voici, si j'ose dire, dans l'entre-deux de l'Académie. Et puis, il y a un vrai lien entre lui et le festival. On l'accueille volontiers dans le Cénacle de DPA. Pascal Horry. Merci Pascal Horry. Merci à vous d'être avec nous. Et comme on le fait, on vous accueille bien volontiers sur cette scène. Et cette scène est à vous. Merci à vous. Merci Frédéric Ferrer. Merci évidemment au groupe IGS, dirigeant en Pays d'Avignon. Et puis je vais personnaliser, d'ailleurs ici et là dans mon exposé, je vais prendre des exemples que je supposerais topiques. Je voudrais tout particulièrement saluer Jean-Pierre Hulot et celui qui a peut-être chuchoté à l'oreille de Jean-Pierre Hulot mon nom, qui est Jacques Téphany, et auquel je rends un hommage appuyé. C'est très bien que vous applaudissiez parce que je pense qu'il faudrait applaudir le public parce qu'il est quand même 12h47. Compte tenu de l'état des estomacs à 12h47, bon, c'est très bien que vous soyez encore là. J'espère que vous serez encore là dans 3 quarts d'heure. Bien. Alors, le mot important de mon titre, c'est le dernier. C'est histoire. Hein. Bon, je serai un peu l'historien de service, et j'en suis très, très content. J'ai eu le plaisir, depuis avant-hier, de rencontrer, retrouver ou découvrir d'anciens étudiants et étudiantes. Ça, c'est toujours un grand plaisir pour un enseignant. D'ailleurs, les gens d'IGS savent ça aussi. Et certaines ou certains de ces étudiants savent que je commençais souvent mes enseignements, séminaires, etc., à Sciences Po, à l'École des études ou à la Sorbonne et autres lieux, même à Dauphine, oui, aussi à Dauphine, sur un retour sur la notion d'histoire et sur le fait que, pour moi en tous les cas, je n'engageais que moi, mais je pense que derrière moi il y a tout un bataillon d'historiens, l'objet de l'histoire, c'est pas le passé. Donc avec ce que Gabriel Alpern vient de dire, tout à fait clairement, on est d'accord là-dessus, c'est pas le passé, c'est le temps. Ce qui change quand même sérieusement la perspective. Voilà. Et il y aurait beaucoup de choses à dire sur la distinction. Et c'est un peu ce qui va structurer mon exposé, d'autant plus que je voudrais commencer par quelques considérations un peu théoriques, ça ne fait pas de mal, qui sont en liaison avec d'autres exposés. En effet, la table ronde précédente, aussi ce que Philippe Gabillet a dit hier. C'est-à-dire que, bien entendu, quand on parle d'identité, et avec les sous-groupes, par exemple diversité, le destin récent du terme diversité est fascinant, hein, parce que ça part de très loin par rapport à ce qu'on fait dire à diversité aujourd'hui. Et ce n'est pas un jugement de valeur chez moi, c'est un constat. C'est même excitant pour un historien de voir à quel point les termes changent de nature, de signification, suivant les sociétés. Ça s'appelle le temps. Ça s'appelle le temps qui passe, ça s'appelle les sociétés qui se transforment sans arrêt, qui n'arrêtent pas de se transformer. Mais en quoi? C'est ça le problème. Pas qu'elles se transforment, mais en quoi? Donc, oui, diversité, identité, etc. Je voudrais quand même rappeler que tout ça, ce sont des regards. Je ne dis pas que ce sont des représentations, parce que ça m'est un peu familier, l'histoire des représentations, mais disons des regards. C'est-à-dire que la notion de réalité doit être relativisée par rapport au fait qu'il ne s'agit jamais que de regards. Et j'aime bien utiliser la notion de catégorie, je ne sais pas ce qu'en pensent les philosophes ici présents ou présentes, parce que tout ça, c'est une manière de penser, on ne pense pas sans catégorie, et c'est ce que j'aurais tendance à dire à un certain nombre d'historiens, en leur disant, mais n'ayez pas peur des catégories, hein. Je ne dis pas jongler avec, mais en tous les cas, utilisez-les, parce que c'est vraiment là que vous entrerez dans le temple de la pensée. Et ces catégories, ce sont des catégories qui sont finalement, c'est pour éclairer tout ce qui va suivre, des principes de classement. Et j'avais compris assez bien ça il y a pas mal d'années, quand, abordant l'origine des débats débats complètement obsolètes d'ailleurs aujourd'hui, autour de la classe sociale, il y a 50 ans, ce n'était pas obsolète. Aujourd'hui, j'exagère à dessein en disant que c'est obsolète, mais par provocation, on peut dire que la classe sociale est vraiment, sur ce plan-là, périphérisé par rapport au débat d'il y a un demi-siècle. Mais comme je suis un vieillard, je vous parle d'une époque où ces débats n'étaient pas périphérisés. La classe sociale, ce n'est jamais, à mon avis, ça dédramatise tous les débats autour des classes sociales. Y a-t-il une classe ouvrière? Les paysans, vous les mettez où? La bourgeoisie, la petite bourgeoisie, la moyenne?
À l'époque maoïste, il y avait les petits paysans pauvres. Enfin bon, voilà, toutes ces diversifications, ça c'est passionnant. Mais ce ne sont jamais que des principes de classement. Et à partir de ce moment-là, c'est à la fois très important, respectable, indispensable, et en même temps, ce n'est jamais qu'un principe de classement. Et à partir de ce moment-là, à mon avis, le degré de tension baisse d'un cran, sauf que, ce que j'avais découvert aussi, c'est que la classe sociale, pour simplifier, apparaît comme enjeu philosophique et en particulier politique au début du XIXe siècle, plutôt évidemment en Occident, entre autres en France, mais pas que, mais entre autres en France, dans les années 1820-1830, en même temps qu'apparaît un autre principe de classement qui est la race. Ce sont des principes contemporains et on n'y pense pas. Et ça engage sur des chemins. Hein. Et je rappelle d'ailleurs que la notion de lutte des classes est contemporaine de la notion de lutte des races. Hein. C'est dans la génération romantique européenne, entre autres française. Pour l'anecdote, je pense que certaines et certains d'entre vous le savent déjà, mais je le rappelle, l'inventeur, entre guillemets, celui en tous les cas qui popularise la notion de lutte des classes, c'est pas Karl Marx, c'est un libéral, c'est Guizot, qui est par ailleurs un historien. Et pour Guizot, la lutte des classes est incontestable et elle va se terminer par la victoire de il dit là, par les classes moyennes. Comme quoi, peut-être que la prophétie de Guizot n'était pas si erronée que ça. Bon. Donc, il faut quand même qu'on ait présent à l'esprit non pas cette lutte entre catégories, mais la nécessité de, sans arrêt, et je vais proposer une lecture qui n'est pas très originale, autour de deux chronologies d'une certaine façon, effectivement, deux temps qui avancent incessamment, un temps de l'identification collective et un temps d'identification individuelle, et qui sont en rapport, évidemment, dialectique et contradictoire, peu importe, disons dialectique. Il faut penser que ce ne sont jamais que des principes de classement, hein, que des catégories. Pour relativiser tout ce qu'on peut en dire, ce que je vais en dire, ce que vous en direz éventuellement dans la discussion tout à l'heure, en accompagnement ou en contradiction avec ce que j'aurais dit. Alors ce que j'aurais dit comme premier constat, puisque ce sera un relevé de constat, c'est un constat de situation, c'est que l'identification par le collectif est une identification qui est loin d'être, comme la précédente, périphérisée. Je vais simplement prendre l'exemple qui m'est assez familier, puisque j'y ai travaillé pendant plusieurs décennies, ça a finalement donné il y a 2 ans un livre, qui est le cas de la nation, comme catégorie d'identification collective. Pour simplifier, j'avais donné à l'époque du livre une petite définition, à laquelle j'ai la faiblesse de tenir, sur la nation, parce que comme mon livre s'appelait « Qu'est-ce qu'une nation ?», sur le modèle de Renan, commercialement, je ne pouvais pas me permettre de ne pas répondre à la question du titre du livre. Ça aurait été une escroquerie. Donc, j'ai donné une réponse à la question « Qu'est-ce qu'une nation ?» Ça tenait en quelques mots, qui peuvent paraître un peu rhétoriques, mais je vais les commenter. C'est un peuple avec un petit p qui devient le peuple avec un grand P. Ah oui, voilà, ça fait sourire, mais c'est le but. Mais le peuple avec un petit p, c'est fondamental. Ça veut dire que vous avez des expériences, entre parenthèses, on pourrait, en jouant sur les mots, considérer que l'histoire, c'est une science expérimentale. Non pas qu'on reproduise les conditions de l'expérience, bien sûr, mais passe son temps à analyser des expériences qui ont un succès, une pertinence variable, des expériences économiques, politiques et culturelles. Bref, le peuple avec un petit p, c'est une expérience politique. C'est fondamentalement une expérience politique. C'est une communauté qui se constitue sous la forme d'institutions politiques. Et attendez, ça peut se situer déjà à l'époque de Cro-Magnon. Hein. Bon, ne pensez pas tout. Bon. Le peuple a des institutions politiques qui produisent du symbolique. Et le symbolique, ce n'est pas n'importe quoi. C'est, pour utiliser des termes convenus, la langue et la religion. Évidemment, dans cette perspective-là, avant la révolution chrétienne, qui est la révolution universaliste, je reviendrai sur l'universalisme, évidemment, vers la fin de mon exposé, on peut dire que vous êtes dans la logique un peuple, une religion. Un peuple, une religion, on pourrait même dire un peuple, une langue. Bon, les anthropologues le savent très bien. C'est pas si abstrait que ça. Je vais vous simplement donner un exemple qui évoquera peut-être quelque chose. Leibniz, alors je parle sous le contrôle de philosophes ici présents, que j'admire beaucoup, entre autres parce que ce philosophe allemand, avant justement le moment du triomphe de la nation, avait tendance à écrire en latin, évidemment, c'est assez logique. Leibniz a, entre autres, posé cette question que j'espère vous posez tous les matins, tout en vous lavant les dents, bien sûr. Vous commencez par vous laver les dents, mais reposez-vous chaque matin la question. Il y avait, Renan le disait aussi pour la nation. C'était le plébiscite de tous les jours. Voilà la question de Leibniz. Pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ?
C'est vertigineux, ça vaut pour la vie privée. Ben oui. En d'autres termes, pourquoi y a-t-il à la surface de la Terre, présentement, et là, ils sont devenus des peuples avec un grand P, des Russes, des Biélorusses et des Ukrainiens? Alors, vous ne le répéterez pas, je peux vous donner une petite hypothèse. Vous avez un grand traumatisme historique, mais ce qui compte surtout, c'est la représentation que les Russes, que M. Vladimir Poutine, le 24 février, à 6 h du matin, avait dans la tête, clairement, qui est quelque chose de fondamental. Si vous êtes un peu cinéphile, s'il y a encore des cinéphiles aujourd'hui, vous connaissez le début d'Alexandre Nevsky, de Eisenstein, la Russie sous le joug tatar. Donc le mythe c'est positif, le mythe, hein, c'est quelque chose de structurant. Du joug tatar est absolument déterminant pour comprendre la Russie actuelle, celle du 24 février, comme celle du 19e siècle. Et la réalité ou le mythe du joug tatar, peu importe, effectivement, au XIIIe siècle, va déterminer un destin qui sera le destin russe. Sauf que quand vous regardez la carte, vous avez des populations qui jusque-là partageaient ce destin, qui vont face à l'hypothèse mongole, animiste, peu importe. C'est un joug, hein, c'est une tutelle, c'est une hégémonie, c'est pas une colonisation, passons. Vont choisir de se sauver autrement que ceux qui vont donner les Russes d'aujourd'hui. Quand ils sont un peu vers le nord-ouest, ils vont se mettre sous la protection des princes lituaniens, qui ont d'ailleurs une histoire un peu compliquée, ils sont païens, presque encore païens, bientôt ils vont devenir chrétiens. En tous les cas, ils se mettent sous la protection des princes lituaniens. Ça va donner à l'arrivée, ce matin, à 12h60, à 13h, les Biélorusses. Et puis ceux qui sont plus à l'ouest vont se placer sous la protection des princes polonais. Et ça va donner les Ukrainiens. Bon, je résume. Mais vous avez donc des peuples à la surface de la Terre. C'est très intéressant de savoir pourquoi il y a des Biélorusses, des Ukrainiens et des Russes plutôt que rien, ou plutôt qu'autre chose. Pourquoi ils ne seraient pas tous estoniens ou tatars. Ah ben, c'est ça. Ça s'appelle l'histoire avec sa grande H. Ça, ce sont les peuples avec un petit P. Pour que ça devienne des peuples avec un grand P, il faut qu'il y ait cet événement, lui aussi traumatisant, d'ailleurs, plus que le joug tatar, d'ailleurs, qui est proprement une révolution politique, la grande révolution politique, peut-être la plus grande, pas la seule tout à fait, mais la grande révolution politique des temps modernes, qui est la proclamation de la souveraineté populaire. Et ça, c'est un basculement absolument vertigineux. Et suivant les régions du monde, ça commence au XVIe siècle, pour moi, avec la révolution néerlandaise, dont on ne parle jamais, et ça arrive à cet après-midi, parce que qu'en est-il de l'avenir d'une hypothétique, pour l'instant, nation néo-calédonienne, par exemple, hein. Donc l'actualité de cette traversée d'un peuple petit p, il y a certainement un ou des peuples en Nouvelle-Calédonie, on verra au final, dans quelques décennies, s'il y en a un ou deux, 3 sans doute pas, mais un ou deux, et cette proclamation de la souveraineté populaire qui change complètement les perspectives. Le résultat, c'est qu'aujourd'hui, à l'ONU, assez mal nommée Organisation des Nations Unies, vous avez en fait des États qui sont quand même à 98% des États-nations. C'est une extraordinaire victoire, mais qui mérite d'être commentée au passage, parce que, effectivement, quand je dis 98%, ce n'est pas 100%, cette logique n'a pas été poussée jusqu'au bout dans une région géopolitique importante qui est la péninsule arabique. Et vous avez en particulier un grand État dont le simple nom, et aussi le système symbolique, c'est-à-dire en tous les cas l'histoire montre bien que ce n'est pas un État-nation, qui fait partie des anciens régimes, c'est l'Arabie saoudite. Quand ça s'appelle Arabie saoudite, vous savez que ce n'est pas un État-nation. Vous êtes dans la logique dynastique, pour ne pas dire familiale, qui était celle de l'Empire ottoman, l'empire des descendants d'Othman. Donc c'est très intéressant de voir que le modèle de l'État-nation a triomphé un peu partout, mais pas complètement. Personnellement, j'ajouterais à cette petite catégorie très, très minoritaire de ces États qui ne sont pas encore j'en sais rien, qui ne sont pas des États-nations, sans doute le sultanat d'Oman, qui est, pour ceux d'entre vous qui le connaissent, tout à fait intéressant à étudier. Et évidemment, puisque je disais tout à l'heure que je suis un vieillard, si je me reporte à l'époque où j'avais 20 ans, donc en 68, il était évident que la nation n'était pas à son zénith, comme elle est ce midi, mais à son nadir. Hein. La nation, elle avait tout faux. C'était le passé, c'était le mal, puisque ça produisait du nationalisme, donc de la xénophobie, pour ne pas dire du racisme. Et puis, plus subtilement, pour les intellectuels, qui débattaient avec des intellectuels, c'était construit, la nation. Donc, c'était mystificateur. Ces trois affirmations, je vous signale que ce midi, au moment où je parle, elles sont à l'état de cendre, hein. Il n'en reste rien. Évidemment, la nation n'était pas le passé, c'était déjà le présent, et d'ailleurs, depuis
le moment où on commençait à dire, bah oui, c'est obsolète, c'est-à-dire la révolution russe de 1917, vous avez le résultat de la Première Guerre mondiale qui, au contraire, accélère le phénomène de nationalisation des rapports diplomatiques. Le lendemain de la Seconde Guerre mondiale le confirme, parce qu'apparemment, effectivement, la chute vertigineuse du fascisme, qui est un nationalisme, paraît régler la question de l'avenir du monde, qui sera forcément internationaliste, etc. Sauf qu'au même moment, vous avez un phénomène qu'au lycée ou à la faculté, de mon temps et encore aujourd'hui, on appelle la décolonisation avec un grand D. Alors, décolonisation, c'est une grille de lecture intéressante, sauf que la décolonisation, c'est d'abord une lutte de libération nationale. Et quand vous défiliez dans les années 60 derrière le drapeau réel ou symbolique du FLN, il y avait un N. Quand vous défiliez 10 ans plus tard derrière le drapeau réel ou symbolique du FNL du Vietnam Sud, il y avait un N. Donc évidemment, c'était être aveugle, myope ou je ne sais quoi en termes ophtalmologiques, de ne pas voir l'énergie nationale qui était en pleine action à ce moment-là, sans laquelle on ne comprend pas le monde d'aujourd'hui. Et évidemment, la chute du mur, là, a rendu ça extrêmement clair. Et pour prendre 2 moments proches, à titre d'exemple, et puis après j'en aurais non pas terminé avec la nation, mais fait comprendre pourquoi l'identification nationale est une des identifications avec lesquelles il faut se confronter, positivement, négativement, peu importe, mais pas faire comme si c'était le passé, le mal et la construction. C'est effectivement ce qui s'est passé il y a peu de temps. L'année 2020, pour un historien normalement constitué, on va attendre un peu de recul, bien entendu, mais enfin, bon, n'exagérons pas le recul. Moi, j'aurais tendance à dire que c'est une année qui est dominée par 2 événements contradictoires, et c'est dans la contradiction qu'il faut chercher la solution, en tous les cas, le secret, parce que la contradiction, c'est jamais que le secret d'un mouvement. Bon, voilà, il ne faut pas dire oh, « mon Dieu, j'y comprends plus rien, puisque ça va dans 2 directions ». Mais bien non, bien sûr que non. Ça va sans doute dans la même direction, contradictoirement. C'est l'année de la vérification de la mondialisation par un certain virus. Donc vous avez une vérification de plus, après 36 autres ou 36 000 autres, d'un mouvement de mondialisation. Et puis vous avez le Brexit. C'est l'année du Brexit aussi. En d'autres termes, à titre d'exemple, pour aller dans le sens de la vigilance à l'égard de l'identification nationale, je ne m'éloigne pas du sujet, moi je l'espère, il est évident que la mondialisation ne produit jamais automatiquement du mondialisme. C'est sur 2 plans différents. C'est du wishful thinking, en bon français, en tant que membre de l'Académie française, prendre ses désirs pour la réalité, que de dire, évidemment, on est tellement mondialisé, on va l'être encore plus, que tout ça, ça va se terminer par quoi? Un État-nation mondial. Ce n'est pas du tout vérifié dans l'histoire, je signale. C'est une hypothèse, parmi d'autres. Et j'insiste sur ce point, parce que je n'en parle, il faudrait consacrer des heures, je n'en parle que sous cet angle-là. Il est évident que l'identification nationale est à l'heure actuelle une identification collective extrêmement pertinente, extrêmement active. Et je réponds aussi à la 3e objection. Vous vous rappelez, tout ça s'est construit. Mais bien entendu que la nation s'est construite. Mais l'internation, c'est incroyablement construit. C'est une construction. Et même, je dirais, à la limite, espèce humaine, ça peut se discuter. En tous les cas, nous fonctionnons avec des constructions. La question, c'est de savoir si les constructions tiennent ou s'effondrent. Voilà. Donc il est évident que la construction internationaliste ne s'est pas complètement effondrée, mais qu'elle a incroyablement reculé par rapport à mes 20 ans qui sont en effet extrêmement loin. Voilà, je pourrais multiplier les exemples d'identification collective, mais celle-ci est capitale parce qu'elle traverse toutes les autres et je ne sais pas à vous que je me rappellerai l'actualité de la question nationale et bien entendu je ne me place pas spécifiquement sous l'angle de la France. C'est vrai, oui, le résultat des dernières élections disent beaucoup de choses là-dessus, mais cela vaut pour tous les autres pays, la crise américaine à voir avec ça, etc. L'autre logique identitaire, c'est une logique qui est, à mon avis, paradoxalement, plus ancienne que la précédente, alors qu'après tout, on pourrait se dire, oui, au contraire, elle est extrêmement récente. C'est la logique de l'identification individuelle. Parce que on pourrait dire beaucoup de choses sur la notion d'individu en elle-même, la critiquer. Personnellement, je l'adopte. Et d'autre part, sur le processus d'individuation. Voilà. Je suis des historiens qui considèrent qu'on peut repérer des processus d'individuation il y a très longtemps dans des sociétés qui, par ailleurs, ont toutes les apparences d'être des sociétés communautaires. Donc, qui, sur le plan, par exemple, de l'organisation politique, sont
ce n'est jamais quand même qu'une catégorie a posteriori, des sociétés holistiques ou des sociétés communautaristes ou communautaires, mais dont on peut repérer pas mal de signes de l'existence de formes d'autonomie individuelle. C'est une question de documentation. Si vous êtes préhistorien et que vous partez de l'idée qu'il n'y a pas d'individu à l'époque de Cro-Magnon, vous n'en trouverez pas. Si vous envisagez, je ne sais pas, l'art pariétal, vous commencez à vous poser la question. En tous les cas, l'individuation est pour moi un processus ancien, mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas tellement son ancienneté, c'est effectivement son accélération quand il accouche de l'individualisme, qui est une autre chose. Et là, pour le coup, l'individualisme, il y a toute une littérature sur l'histoire de l'individualisme, mais pour simplifier ce qu'elle dit, ou en tous les cas ce que je lui fais dire, parce que ça m'arrange, l'individualisme, en effet, est une longue marche qui est à peu près contemporaine, comme par hasard, de la cristallisation nationale. Donc quelque chose qui se situe en Occident, géographiquement parlant, je reviendrai sur l'Occident dans tout ça, et plutôt à la fin de ce qu'on appelle conventionnellement, puisque c'est le Moyen-Âge et ce qu'on appelait conventionnellement la Renaissance. Bon, tout ça, ce sont ce qu'on appelle des chrononymes qu'il faut prendre avec des réserves. Souvent, ces termes que nous utilisons sont des termes qui ont été forgés bien des siècles après la réalité dont ils entendent rendre compte. Donc, processus d'individualisme qu'il faudrait certainement, il y a plusieurs spécialistes dans cette salle, voire peut-être tous et toutes, rattachés entre autres à un grand moteur qui est la technologie de la communication. Et bien entendu, la technologie de la communication, ça se pose déjà à l'époque de Lascaux. Ne pensez pas tout de suite au XXe ou XXIe siècle, où la galaxie Gutenberg. Non, 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 bien entendu, la simple, si j'ose dire, invention de l'écriture est une cristallisation en termes de technologie de la communication aux conséquences absolument vertigineuses. Et c'est très intéressant de voir, après les conversations qu'il y a eu sur les algorithmes, de voir qu'on peut dire de ces différentes étapes de la technologie de la communication ce qu'on disait chez les Grecs, justement, de la langue d'Ésope. La langue d'Ésope qui peut être la pire et la meilleure des choses. Les algorithmes, j'ai bien entendu qu'on n'arrêtait pas de me parler d'algorithmes à propos des réseaux sociaux, mais ce matin, j'entendais une acception plutôt positive de l'algorithme. Donc, il est clair que nous sommes des êtres de communication. Bon, c'est pas très original de le dire, les animaux ont leur forme de communication, mais il y a une forme humaine de communication. C'est comme ça, elle ne se confond pas tout à fait avec celle de l'homme, d'autant plus que quand l'homme parle des animaux, il n'est pas lui-même, entre guillemets, animal. Bon, c'est l'éternelle question. Donc, ce qu'on fait dire aux animaux, bon, les animaux ont beaucoup de mal à nous le retourner. Donc, oui, technologie de la communication, et je dirais qu'à partir de ce moment-là, vous avez la construction de systèmes philosophiques, et à mon avis, toute la base est philosophique, mais du coup économique et politique. Le libéralisme, je pense que je ne vous l'apprendrai pas non plus, le libéralisme, c'est d'abord philosophique. Avant d'être préoccupé des retombées économiques et politiques de cette famille d'idéologie, je crois qu'il faut quand même toujours penser au fait que c'est d'abord une affirmation philosophique qui a un rapport incontestablement avec, puisqu'elle est née en Occident et pas ailleurs, avec le christianisme, sans doute avec en particulier cette modalité de christianisme que j'ai déjà citée une ou deux fois, qui est le protestantisme. Passons. Et bien entendu, cette logique individualiste finit par avoir des effets structurants innombrables, inutile d'en faire l'énumération, mais je ne suis sans doute pas le seul dans cette salle à aimer Alors c'est d'abord une métaphore, il faut le reconnaître, mais ce n'est pas qu'une métaphore, surtout quand on voit la biographie du personnage, ce que Zygmunt Bauman appelle le liquide, société liquide, c'est-à-dire qu'on en arrive à un type de société où les identifications, c'est ça le paradoxe, individuelles, à la fois renforcent et affaiblissent les structures qui sont affectées à la gestion de la société, en particulier les structures politiques. Et je crois que c'est Philippe Gabillet qui avait fait remarquer que du coup, le terme identité était plutôt, j'espère que je ne trahis pas sa pensée, en tous les cas, comme c'était la mienne, ça serait deux pensées qui seraient trahies d'un seul coup. On part de idem, identitas, et on arrive aujourd'hui plutôt à distinction. Donc c'est vertigineux ce type de glissement, mais ça me paraît très significatif de la logique individualiste qui s'est mise en branle il y a donc un demi-millénaire, ce qui n'est quand même pas rien. Alors, non pas pour conclure, mais pour essayer de réunir tout ça en faisceau,
le sens de cette histoire. J'ai utilisé volontairement le terme sens, en sachant bien que c'est un terme lourd de sens, que le terme de sens. Parce que le sens de l'histoire avec un grand H, Georges Perec a tout dit quand il a dit l'histoire avec sa grande H. Mais bon, effectivement, on peut ne pas avoir une conception exclusivement tragique de l'histoire. Moi, j'ai une conception à 98% tragique de l'histoire, mais je ne vous oblige pas à aller jusqu'à 100%, hein, bien entendu. Donc, l'histoire avec un grand H, l'histoire avec sa grande H, bien entendu, c'est très chrétien aussi. Hein. Comme vous le savez, d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin nous l'a rappelé, pour ne citer que lui, je cite mes bons auteurs, la civilisation chinoise est sur une toute autre base. Donc, l'idée que l'histoire a un sens, d'accord, toutes les histoires au sein d'une société ont un sens, mais un sens orienté, ça, c'est chrétien. Traduisez, c'est marxiste. C'est pareil au même. Bien entendu, quantité de civilisation fonctionne sur de toutes autres hypothèses de sens de l'histoire. Alors, le sens de cette histoire plus modeste que je viens de résumer de façon très caricaturale, c'est d'abord qu'il y a, au fond, une réponse et une question. La réponse, c'est la multiplication de ces communautés d'identification, fondées fatalement à un certain moment sur le choix personnel. C'est-à-dire que je ne vais pas entrer dans le détail de l'adhésion à tel ou tel réseau social, mais il est évident qu'il faut prendre au sérieux l'hypothèse du choix individuel d'une communauté de distinction telle qu'un réseau social, a fortiori une secte, etc. Au vrai, d'ailleurs, il faudrait nuancer en se disant qu'il y a le choix personnel, il y a aussi le choix de privilégier un élément de mon identité par rapport à d'autres. Et c'est cet élément que je vais mettre en avant. Ça me rajeunit de dire ça, je l'ai évoqué au début du livre sur Qu'est-ce qu'une nation. Dans les années 68, justement, j'avais des discussions dans ma région, qui est la Bretagne, avec des jeunes nationalistes bretons de gauche. C'était stupéfiant qu'il y ait des nationalistes bretons de gauche. Bon, mais ça commençait à émerger, voire du coup de gauche radicale, évidemment. Vous savez, le nombre d'anciens séminaristes que je connais qui sont devenus maoïstes en Bretagne à cette époque-là, est énorme. Mais là, c'était pas des maoïstes, c'était des nationalistes. Et moi, mes premières discussions consistaient à dire, écoutez, merci, chers camarades, mais je me sens au carrefour de plusieurs plans. Alors, j'en étais pas encore au mâle blanc hétérosexuel, mais enfin, je suis effectivement hétérosexuel, je suis ceci, je suis cela. Par ailleurs, je suis né en Bretagne, ma mère est bretonne, mais moi, je vais choisir, par choix personnel, je serais plutôt universaliste, donc je ne vais pas me privilégier la dimension maternelle, en quelque sorte, de mon origine. Ça se passait mal, hein, ce genre de discussion, évidemment. Mais bon, ouais. Et donc, on voit bien que ces communautés, telles qu'on les vit aujourd'hui, à travers au moins l'Occident et un peu plus, sont des communautés d'ethnos ou des communautés d'éthos. Donc ethnos, ça sera la dimension genrée au sens large du mot. Ethos, ça sera le fait qu'on se rattache à une idéologie. Je n'hésite pas à parler d'idéologie religieuse, mais je sais bien que ça peut choquer, ou d'idéologie politique. Et ça produit des cristallisations sociales. Ça produit les réseaux sociaux, bien sûr. Ça produit sur le plan culturel ce que Richard Malka a rappelé hier, la victimisation, qui me paraît une conséquence logique de cette logique sociale, d'où une question, qui est par définition une question avec un point d'interrogation et sur laquelle je ne vais pas vraiment terminer, mais qui pour moi est la question derrière tout ça. Et qu'est-ce qui reste de l'universalisme, bien sûr. Ça a traversé plusieurs interventions, je pense en particulier celle de Saïd à l'instant. Il est évident que c'est intéressant de voir que cette logique de différenciation est quand même née en Occident. Et je voudrais insister sur un simple constat que j'ai fait, en particulier quand j'ai publié récemment un ouvrage sur la haine du juif. Au fond, ce qui était intéressant dans le cas de la haine du juif, la judéophobie, c'est que ça a commencé à bouger dans le sens de la tolérance, exclusivement du côté des goïs. Parce que je sache, il n'y a eu aucune révolte juive victorieuse depuis les Maccabées, ça fait 2200 ans. Donc ce n'est pas parce qu'il y avait une montée de revendications. Non, c'est qu'il y a eu un changement chez les non-juifs. De la même façon, n'oublions pas que la lutte contre l'esclavage, elle part du monde, comme par hasard, protestant, anglo-saxon. Bien entendu. Ça n'empêche pas le fait que, et ça c'est peu connu, au Panthéon, à l'heure actuelle, vous avez une grande plaque en l'honneur de Toussaint Louverture. Parce qu'effectivement, Toussaint Louverture, oui, ça ne se sait pas. Bon, il n'est pas enterré au Panthéon, mais il y a une très grande plaque en l'honneur de Toussaint Louverture au Panthéon français, parce qu'effectivement, il s'est révolté contre la France, pas n'importe quelle France, au nom des principes du siècle des Lumières. C'est donc au nom de principes occidentaux
que, bien entendu, alors ça se voit encore plus dans la lutte anticoloniale, on se révolte contre la colonisation occidentale. Mais ça part d'Occident. Et de la même façon, d'ailleurs, Jean-Pierre Raffarin l'évoquait rapidement à propos de la situation actuelle de la Chine, il est évident que ce qui est capital, c'est que ce processus d'occidentalisation se poursuit et qu'il conduise à l'universalisme ou pas, à mon avis, il peut produire du nationalisme, tout à fait, bien entendu, différent du nationalisme chinois de la période actuelle. Mais bon, nous verrons bien. Mais il est évident qu'il y a quelque chose qui renvoie à une logique de légitimation de l'universel. Et puisqu'on a parlé de pacte républicain, c'est Saïd Hamouche qui a prononcé le mot, je voudrais rappeler qu'il y a quand même quelque chose qui est non pas intangible, mais qui est une référence, je vais terminer là-dessus, ce sont les institutions politiques des différentes communautés dont on parle, en particulier des États-nations. Terminons sur les États-nations, en effet. Et là, on voit bien que la logique de la démocratie, c'est la logique d'un vote électoral qui est égalitaire, qui est même secret, ça c'est l'individualisme, qui est même secret, et qui surtout affirme que ces individus, qui deviennent des citoyens, participent à un universel qui est le suffrage universel. Mais une fois que j'ai dit ça, je voudrais désespérer, non pas Billancourt, mais Boulogne éventuellement, c'est qu'évidemment, il n'y a pas une seule démocratie, il y a 3 démocraties. Ça, c'était le sens de mon dernier livre, et j'y tiens beaucoup, et je me rends compte d'ailleurs que je ne suis pas tout à fait le seul. Il y a une démocratie libérale qui s'appelle la démocratie libérale. Mais il y a une démocratie autoritaire, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi. La majorité des États-nations de la planète sont actuellement sous le régime de démocratie autoritaire. M. Poutine en est un. Et j'irais jusqu'à dire, il y a même une distinction à faire, il y a aussi des démocraties totalitaires. En d'autres termes, et je voudrais conclure, mais plutôt ouvrir la discussion. Premier point, la question n'est pas d'où je viens, ce n'est pas très original, hein, mais vers quoi je vais. Et la réponse, ce n'est pas qui je suis, hein, l'identité, mais ce que je fais. Pascal Horry, qui a envie de réagir? Qui a envie de poser des questions à Pascal Horry par rapport à ce qui... Ouais, on a le micro ici, Alexandre. Bonjour, Alexandre Jost, Fabrique Spinoza. Comment se fait-il qu'on ait plutôt le sentiment que les nations aient tendance à se subdiviser plutôt qu'à se rassembler ? Parce que dans le processus de construction, de représentation dont vous parlez, on pourrait imaginer qu'à un moment, des peuples avec un petit p se disent on est des peuples avec un grand P et on se ressemble suffisamment pour faire nation ensemble et fusionner nos deux États. Alors, est-ce qu'on peut être d'accord sur le constat initial? On peut peut-être discuter de cette sorte de loi d'airain qui consisterait pour une nation qui a un État-nation en particulier. Surtout quand c'est devenu un État, hein, bien sûr. Il y a la nation et puis il y a l'État. Par exemple, nous sommes en train d'assister en direct à la confirmation qu'il y a un État-nation ukrainien. Il y a 20 ans, on pouvait s'interroger, M. Poutine ne s'interroge toujours pas d'ailleurs. Hein, bon. Donc, effectivement, est-ce qu'on est d'accord sur le fait qu'il y a cette fragmentation? Je vois, évidemment, les exemples ne manquent pas, qui vont dans votre sens, et y compris d'ailleurs l'interrogation sur l'avenir de la nation française, puisque j'ai cité la Nouvelle-Calédonie et le reste. Mais est-ce que c'est une tendance dominante? J'en suis pas vraiment certain. Je crois qu'il y a des identifications qui ont mis du temps à se stabiliser. Bon, nous assistons à l'heure actuelle à des fragmentations. Quel est l'avenir de l'Écosse, du Kurdistan, la Catalogne? Oui, bon, bien entendu. Mais à l'échelle de la planète, on pourrait peut-être nuancer. Bon, ceci posé, moi, je n'ai pas non plus un jugement à porter. En tant qu'historien, je rends compte. Et si, effectivement, il y a la poursuite, dans un sens de fragmentation, de cette identification nationale, c'est que la nation initiale n'avait pas complètement réglé son rapport, en particulier à une certaine mémoire, etc. Mais prenez l'Europe du Nord, bon, effectivement, il y a l'Écosse, mais on peut dire que les États-nations scandinaves, bon, se sont stabilisés. Je ne suis pas sûr. Voilà, le Groenland est vis-à-vis, mais... Donc, il faudrait peut-être nuancer. Ce qui est vrai, c'est que plus on va descendre vers le Grand Sud, par exemple l'Afrique subsaharienne, on sait bien que la logique des États-nations dans cette région est d'abord qu'ils sont en pleine
installation. Hein. C'est très intéressant d'aller en Afrique subsaharienne. J'avais coutume de dire, préoccupons-nous plutôt du Burkina que du Burkini. Hein, voilà. Donc c'est vrai que non, mais là, il se passe des choses très intéressantes. D'ailleurs catastrophique pour le Burkina Faso, comme vous savez, du fait de la progression de l'islamisme. J'allais dire, c'est un autre problème. Mais donc, vous avez sous les yeux la cristallisation, et je maintiens le Burkina, c'est extraordinaire quand même, comment les expériences politiques successives du Burkina ont créé une identité burkinabé. Enfin bon. Donc, vous avez ce processus que la France de l'époque de Lavis a connu, au fond. Aller en Asie centrale, c'est fascinant. Bon, la plupart d'entre vous, je pense, vous avez expérimenté certaines républiques d'Asie centrale. Bon, le cas le plus extraordinaire, c'est l'Ouzbékistan. La manière dont l'Ouzbékistan, actuellement, rase ses villages pour les reconstruire en style ouzbek. Hein, un peu, bon, bref, un peu caricatural. Comment Tamerlan est partout. Évidemment, Tamerlan, pour un Ouzbek, c'est à la fois Louis XIV, Charlemagne, il y a toutes les... Bon, quand on pense l'image qu'avait Tamerlan à l'étranger, pour un Irakien, Tamerlan ou ses héritiers, c'est la catastrophe intégrale. Pour les Ouzbeks, vous savez d'ailleurs, puisqu'on a parlé d'algorithme, que les Ouzbeks sont très fiers de dire que l'inventeur de l'algorithme serait ouzbek. En réalité, c'est un savant persan, mais évidemment, on fait le même coup qu'avec Vercingétorix, hein, bien entendu. Donc, c'est fascinant de voir comment... En tous les cas, je réponds un peu à côté. À l'heure actuelle, ce que je vois, c'est plutôt la sophistication des identifications nationales. Après qu'elles atteignent leurs limites et que voilà, oui, ça c'est possible. Et puis il y a une question dans laquelle je ne m'aventurerai pas parce que là, nos estomacs ne tiendront pas. Est-ce qu'il y a une nation européenne et est-ce qu'il peut y avoir une nation européenne? Vous savez qu'il aurait fallu apprendre, à mon avis, c'est peut-être pas tendance quoique en ce moment, dans toutes les écoles françaises, et j'espère européennes, le discours de Victor Hugo sur les États-Unis d'Europe. C'est enthousiasmant. Évidemment, qu'est-ce que dit Victor? On est en 1849, comme par hasard. Il a, comme par hasard, auprès de lui, Richard Cobden, donc les maîtres du libéralisme anglais de l'époque. Il dit... Dans le passé, on parlait de Berry, Bretagne, Auvergne, et demain, on parlera d'Allemagne. Donc, effectivement, et les États-Unis d'Europe, par-dessus l'Atlantique, serreront la main aux États-Unis d'Amérique. C'est très enthousiasmant. C'est de 1849. Bon, un temps d'avance, comme on piétine un peu, quand même. Qui a une autre question? Lionel. Une question, mais peut-être une précision. Vous avez parlé des catégories de pensée, en fait, et vous avez fait une distinguo entre l'individuation et l'individualisme. En sociologie, Norbert Elias parle de l'individualisation, parce que l'individualisme est porteur d'autre chose. Est-ce qu'il y avait... Non, c'est vrai que je pensais pas seulement à Elias, qui est un penseur remarquable, qu'on commence à mettre à peine à sa juste place, d'après moi, bien sûr. Non, mais je ne voulais pas entrer dans une discussion là, de cours de philo, d'autant plus que je n'ai pas cette légitimité. Mais j'aime bien individuation, parce qu'il y a eu quand même pas mal de sociologues, d'anthropologues, etc., qui ont travaillé là-dessus. Et j'y vois quelque chose qui est fondamental, qu'il faudrait plus travailler, sans doute, de façon interdisciplinaire, transdisciplinaire, parce que, évidemment, je ne la confonds pas, cette logique sociale, culturelle, économique aussi, avec la logique de l'individualisation. Mais après, oui, non, c'est pas contradictoire avec ce que dit Elias. Autre question? Oui. Oui, bonjour, Lambert, Veolia. On travaille, donc, le Veolia travaille partout dans le monde et dans des pays qui sont en conflit actuellement les uns avec les autres. Et là, ce que je constate, c'est que ce soit par exemple en France, où le développement du campanilisme et de l'esprit de clocher est de plus en plus gigantesque, c'est-à-dire effectivement faire travailler des gens d'un territoire à un autre, parfois les élus nous disent « Ah non, il ne faut pas faire ça, il faut faire travailler les ressources locales ». Donc c'est des grands freins à la mobilité et au travail collectif. De même, on travaille en Russie, on travaille en Ukraine. Vous pouvez sans peine imaginer qu'on a des pressions énormes dans tous les sens, de nos amis polonais, lituaniens, chez lesquels on travaille aussi, pour qu'on abandonne l'un au profit de l'autre. Et je constate quand même qu'on a de plus en plus de difficultés à pouvoir rendre compatible tout cela. On travaille à Taïwan, on travaille en Chine populaire, on travaille à Hong Kong. Et donc, comment vous voyez le positionnement des entreprises là-dessus et quels conseils vous pourriez donner aux entreprises pour arriver à gérer ces contradictions identitaires, qu'elles soient centrifuges ou centripètes? Alors, si j'ai une conception péréquienne de l'histoire avec sa grande H, je vous dirais que vous venez de parler comme un représentant de la City londonienne le 1er juillet, disons pas le 1er août, c'est trop tard, 1914, parce que évidemment, contrairement à ce qu'on dit souvent,
les puissances occidentales n'étaient pas toutes d'accord pour se faire la guerre. Et il y en a une qui freinait à mort, c'était l'Angleterre, qui considérait que c'était une catastrophe économique, que ça ne serait pas bon du tout pour les affaires. Mais vous constaterez que la guerre a eu lieu. Vous constaterez aussi, parce que là, ça nous ramène à ce qui se passe en Ukraine, que dans le concours de responsabilité, puisque après, on s'est posé, ce qui est d'ailleurs intéressant, c'était nouveau, responsabilité de la guerre, même avant. Bon. Mais après 14-18, vous savez, ça a été un vrai enjeu. D'ailleurs, le mouvement pacifiste s'en est emparé, etc. Quelles étaient sur les quatre grandes puissances confrontées à 1914 ? Je ne passerai pas autant de temps à vous répondre sur 1914 s'il n'y avait pas eu le 24 février, hein, vous m'avez compris. Et c'est que vous aviez deux puissances qui étaient bout de feu, c'était des empires fragiles qui choisissaient la fuite en avant. C'était l'Autriche-Hongrie et la Russie. Et la France et l'Allemagne, enfin ils étaient 5 en fait, la France et l'Allemagne étaient un peu en retrait. C'est complètement une vision franco-centrée ou germano-française. Non, les vrais bouts de feu, c'était les empires fragiles. Donc, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un moment où ces logiques d'identification nationale, peut-être d'autres à d'autres moments, submergent tout. Submergent tout. Voilà. Mais vous constaterez qu'après 14-18, il y a eu des phénomènes de reconstruction. Après 39-45, il y a eu des phénomènes de reconstruction économique. On reprend les affaires, et aussi culturelles, bon, voire même effectivement politique, parce que, hélas, il faut bien conclure que la logique, la dynamique, le moteur de l'Union européenne, ça a été la Seconde Guerre mondiale. Le boulet était passé tellement près. Mais il y a un moment où le politique prime. Enfin, voilà. Mais je réponds en tant qu'historien, je ne suis pas en train de vous dire que le politique a raison, mais il prime. Hein. Il y a une autre question pour Pascal Laury. On va vous applaudir, vous remercier. Vous restez avec nous pour le déjeuner. Merci infiniment. Merci beaucoup.